Je m'appelle Solange Dubois. J'ai 68 ans, et j'ai toujours cru qu'il fallait donner sans rien attendre en retour. Jusqu'au jour où ma fille a tenu mon chèque de 5 millions d'euros au-dessus d'une flamme et a murmuré, « Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. » Elle a ri pendant que le papier brûlait. Pas moi. J'ai pris le téléphone en silence et j'ai appelé mon avocate. Je n'ai ni crié, ni supplié. Mais le lendemain matin, son compte en banque était gelé, sa voiture de sport avait été saisie, et l'appartement parisien dont elle se vantait tant ne lui appartenait plus. Certaines leçons ne s'enseignent pas avec de la colère. Elles s'enseignent en silence, avec des signatures et un timing parfait. Le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, 5 millions d'euros réduits à des chiffres imprimés à l'encre bleue sur un chèque de banque. Les lettres étaient aussi nettes et précises que les décennies de travail qu'elles représentaient. Je tenais le document entre mes doigts, sentant le poids de tout ce que j'avais bâti à partir de rien. L'étude du notaire, sur les allées de Tourny à Bordeaux, sentait le cuir ancien et le café froid. Maître Bernard s'occupait de mes transactions depuis 15 ans, mais même lui semblait impressionné par l'ampleur de cette vente finale. Le domaine de la Corneille d'Or avait été mon joyau, mon chef-d'œuvre, un domaine viticole historique du XVIIIe siècle que j'avais sauvé de la ruine alors que tout le monde me disait que j'étais folle. 5 ans de rénovation, de permis de construire, et de bataille juridique avec les architectes des bâtiments de France, mais au final, chaque mal de tête, chaque nuit blanche, chaque centime investi en valait la peine. Maître Bernard ajusta ses lunettes, me gratifiant d'un sourire paternel. Il était ravi pour moi, disait-il, de m'avoir accompagné sur ce projet. Ce domaine était une ruine quand je l'avais acheté. Je souris légèrement. À 68 ans, j'avais appris que les sourires devaient être mesurés, surtout en affaires. Tout a du potentiel, Maître Bernard, il suffit de savoir où regarder. Le chèque disparu dans mon sac Hermès, un cadeau que je m'étais fait après ma première vente réussie il y a 30 ans. Certaines femmes collectionnent les bijoux. Moi, j'avais collectionné les propriétés, chacune une histoire de résilience et de transformation. Un peu comme moi. Le trajet du retour me fit traverser le centre de Bordeaux, où les façades en pierre blonde du Triangle d'Or semblaient briller sous le soleil d'octobre. J'avais vu cette ville changer, grandir, se réinventer. J'avais fait partie de cette transformation, achetant des hôtels particuliers oubliés dans des quartiers que personne ne voulait, les restaurants parfois de mes propres mains quand l'argent manquait, et vendant quand le moment était venu. Ma maison, un magnifique appartement haussmannien avec vue sur la Garonne, semblait paisible dans la lumière dorée de l'après-midi. Je l'avais acheté quand Chloé avait 12 ans et Luc, 8. Ils avaient grandi ici, même si parfois je me demandais s'ils m'avaient vraiment connu. J'étais toujours en train de travailler, j'avais toujours un projet, une crise à résoudre, un bâtiment à sauver. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais consacré ma vie à restaurer des structures brisées, mais ma relation avec mes enfants restait fissurée. Je me préparais un lilet dans la cuisine, le même rituel que j'avais maintenu pendant des décennies. Le chèque reposait sur le plan de travail en marbre, innocent et inerte, ignorant qu'il allait devenir l'épicentre d'une tempête imminente. Le son de l'interphone interrompit mes pensées. Sur le petit écran, Chloé se tenait sur le palier, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré le vent d'automne. Elle portait un tailleur pantalon couleur crème que je reconnus comme étant de chez Chanel, probablement plus cher que le salaire mensuel de beaucoup de gens. Stéphane se tenait derrière elle, avec ce sourire étudié qu'il avait perfectionné au cours de ses 15 années de mariage avec ma fille. Un sourire qui disait « Je suis charmant et inoffensif », mais dont les yeux trahissaient une ambition vorace. « Maman », lança Chloé en entrant, m'embrassant sur la joue avec la précision de quelqu'un qui accomplit un protocole. Ses lèvres effleurèrent à peine ma peau. « On a entendu dire que tu avais enfin vendu la Corneille d'Or. C'est formidable. » Les nouvelles voyagent vite dans les cercles immobiliers de Bordeaux. Je me demandais qui le leur avait dit, même si cela n'avait pas vraiment d'importance. Chloé avait un réseau de contacts qui la tenait informée de tous mes mouvements financiers. Un réseau que j'avais aidé à construire, sans me rendre compte qu'un jour il se retournerait contre moi. Oui, répondis-je simplement, les conduisant au salon. Après 5 ans, j'ai trouvé le bon acheteur. Stéphane s'installa dans le canapé en velours comme s'il était le sien, avec cette familiarité présomptueuse qui m'avait toujours agacé. Chloé s'assit sur le bord d'un fauteuil, ses yeux déjà en train de chercher, d'évaluer. Elle avait hérité de mon instinct pour les affaires, mais pas de ma patience ni de mon éthique de travail. Elle portait des escarpins Louboutin, la semelle rouge sans contrastant vivement avec le tapis persan. La façon dont elle croisait ses jambes fines était une étude en séduction contrôlée, même devant sa propre mère.
Ça a dû être une vente substantielle, commenta Stéphane de cette voix soigneusement modulée qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Un vrai petit marquis de comédie. Il ne manquait que la perruque poudrée. Ce domaine avait un potentiel énorme. Il en avait, pensais-je, jusqu'à ce que je lui donne forme, jusqu'à ce que j'investisse des années de ma vie pour en faire quelque chose de spécial. Mais je me contentais de dire, c'était un bon investissement. Chloé se pencha en avant, ses mains parfaitement manucurées jointes. Maman, Stéphane et moi avons discuté. Avec la vente du domaine, ce pourrait être le moment idéal pour réorganiser certaines choses. Voilà le véritable motif de la visite. Je pris une gorgée de mon apéritif, savourant la chaleur et la pause qu'il me donnait pour observer ma fille. À 43 ans, Chloé était toujours magnifique, mais il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux qui n'était pas là dans sa jeunesse. Quelque chose qui me faisait penser à Stéphane et aux rumeurs que j'avais entendues sur son entreprise de conseil. Réorganiser quoi exactement? Demandai-je. Eh bien, Chloé échangea un regard rapide avec Stéphane. Tu as toujours dit que tu voulais que Luc et moi fassions partie de ton héritage. Et maintenant que tu as cette liquidité, nous pensions que ce pourrait être le moment de faire cette transition. Le mot « liquidité » sonnait étrange sur ses lèvres, trop technique, trop répété. Je reconnus la patte de Stéphane dans cette phrase. Chloé, dis-je calmement, j'ai des projets pour cet argent. Quel genre de projet? Sa voix se tendit légèrement. Une fondation familiale, pour assurer que les propriétés restantes soient entretenues et gérées correctement pour les générations futures. Mais ça veut dire que tu continueras à tout contrôler. Chloé se leva, son sang-froid commençant à se fissurer. Maman, tu as 68 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu nous fasses confiance? Nous faire confiance. Les mots chargèrent l'air comme de la fumée de cigare. Je regardais ma fille, cette femme que j'avais élevée seule après le divorce, à qui j'avais donné toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Je vis les années de dîner de famille où elle me critiquait pour travailler trop, les remises de diplôme où elle me reprochait de ne pas être assez présente, le mariage et les baptêmes où elle me traitait comme un distributeur de billets sur pattes. Chloé, dis-je en gardant ma voix ferme, j'ai travaillé pendant 40 ans pour construire ce patrimoine. Je l'ai fait seul, tout en vous élevant, toi et Luc, tout en entretenant cette maison, tout en payant pour vos écoles privées et vos universités. Je ne vais pas le céder parce que tu décides que le moment est venu. Stéphane se racla la gorge. Madame Dubois, je pense que Chloé suggère simplement une distribution plus équitable. Après tout, elle et Luc sont vos héritiers naturels. Je le fixai. Stéphane, ce n'est pas votre conversation. Le silence qui suivit fut dense, comme l'air avant un orage. Chloé arpentait le salon, ses talons aiguilles claquant contre le parquet. Je reconnus les signes. Elle perdait le contrôle. Et quand Chloé perdait le contrôle, les choses devenaient laides. Tu sais quoi, maman? Chloé se tourna pour me faire face, ses yeux brillant d'une fureur que j'avais rarement vue. Toute ma vie, tu as utilisé l'argent comme une arme. Quand j'étais enfant, tu utilisais le travail comme excuse pour ne pas être présente. Je dois travailler pour nous assurer la sécurité, disais-tu. Un jour, tu comprendras, disais-tu. Eh bien, je comprends maintenant. Je comprends que tu as toujours plus aimé tes foutus bâtiments que tes propres enfants. Les mots me frappèrent comme des gifles, chacun soigneusement choisi pour blesser. Mais j'avais affronté des hommes d'affaires cruels, des entrepreneurs malhonnêtes et des banquiers condescendants. Une fille manipulatrice n'allait pas me briser. Chloé, dis-je en me levant lentement, je t'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai payé ton université, ton mariage, la compte de ton premier appartement. Je ne t'ai jamais demandé de rembourser quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que tu as droit à toute ma vie. La moitié, cria-t-elle. Je veux juste la moitié, ce qui est juste. J'ai supporté d'avoir une mère froide et distante toute ma vie, celle que tous nos amis craignaient, celle qui ne pouvait jamais se détendre assez pour être une vraie mère. Chaque accusation était comme un éclat de verre s'enfonçant dans de vieilles blessures. Oui, j'avais beaucoup travaillé. Oui, j'avais manqué des pièces de théâtre scolaire et des récitals. Mais j'avais aussi cumulé 3 emplois quand son père était parti. J'avais dormi 4 heures par nuit pour pouvoir payer ses cours de piano et ses colonies de vacances. J'avais tout sacrifié, mes rêves, ma jeunesse, mes relations pour leur donner une vie que je n'avais jamais eue. Non, dis-je simplement. Quoi, non? Tu ne recevras pas la moitié de l'argent de la vente.
tu ne recevras rien juste. Tu te sens mieux? Demandai-je. Ma voix était si calme qu'elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Chloé cligna des yeux, clairement en attente de cris, de larmes, de supplications. Maman, tu m'as forcé à... Je ne t'ai forcé à rien, Chloé. Tu as choisi de détruire ce chèque. Tu as choisi de me répondre par la violence. Je me dirigeai vers le téléphone posé sur la console d'entrée. Et maintenant, je vais choisir ma réponse. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Agnès. Agnès Moreau était mon avocate depuis 15 ans, depuis l'époque où je pouvais à peine payer ses honoraires jusqu'à maintenant, où je pouvais m'offrir les meilleurs conseils juridiques de Bordeaux. Plus que ça, c'était une amie, l'une des rares personnes qui comprenait ce que signifiait construire quelque chose à partir de rien en étant une femme dans un monde d'hommes. Agnès, dis-je quand elle décrocha, c'est Solange. Tu peux parler? Bien sûr. Comment s'est passée la vente? La vente a été parfaite. Le chèque vient d'être détruit. Une pause. Détruit? Comment ça? Brûlé. Par Chloé. Ici, dans mon salon, il y a 2 minutes. Une autre pause, plus longue. Je pouvais entendre le clic d'un stylo, le son d'Agnès passant en mode guerrière. As-tu des témoins? Son mari était présent. As-tu des caméras de sécurité? Bien sûr. J'avais fait installer le système après quelques problèmes de vandalisme sur l'une de mes propriétés. La caméra du salon aurait tout capté. Ne touche à rien. Ne les laisse pas partir avant que nous arrivions. Tu m'entends, Solange? Parfaitement. Je raccrochai et me tournai vers Chloé et Stéphane, qui me regardaient avec des expressions d'alarme croissante. Je crois que vous devriez rester un peu plus longtemps, dis-je. Ma voix était aussi calme que l'eau d'un lac avant l'aube. Agnès veut vous parler. Chloé était devenue très pâle. Maman, tu ne peux pas. C'était juste un chèque. Tu peux en demander un autre. Je peux, j'acquiesçai. Mais ce n'est pas la question, n'est-ce pas, Chloé? La question, c'est que tu viens de détruire 5 millions d'euros parce que tu n'as pas pu accepter un non. La question, c'est que tu viens de montrer exactement qui tu es vraiment. Stéphane trouva enfin sa voix. Madame Dubois, je pense que nous sommes tous un peu échauffés. Peut-être que nous pourrions. Stéphane, l'interrompis-je. Ta femme vient de commettre un délit grave dans ma maison, devant témoins et caméras. Il n'y a rien à discuter. Je m'assis dans mon fauteuil préféré, le même où j'avais planifié mes premiers investissements, où j'avais pleuré après le divorce, où j'avais célébré chaque succès en silence. Chloé s'était effondrée sur le canapé, tremblant maintenant, comprenant enfin les conséquences de son emportement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Murmura-t-elle. Maintenant, dis-je en regardant les cendres qui tachaient mon magnifique parquet, tu vas apprendre que les actions ont des conséquences. Et moi, je vais me rappeler pourquoi j'ai construit tout ça en premier lieu. L'interphone sonna. Agnès était arrivée, et avec elle, le moment où ma fille découvrirait qu'elle avait gravement sous-estimé la femme qui l'avait élevée. Après tout, je n'avais pas bâti un empire immobilier en restant passif face à la destruction. Il était temps que Chloé apprenne ce que signifiait affronter Solange Dubois quand elle décidait de se défendre. Le son de la porte d'entrée résonna comme le glas de la justice. Je me levai de mon fauteuil, sentant mes articulations protester après la tension des dernières minutes, mais mon esprit était plus clair que jamais. Les cendres du chèque étaient toujours éparpillées sur le sol, un rappel silencieux de jusqu'où ma fille était allée dans son désespoir. Agnès entra comme un ouragan contenu dans un tailleur pantalon Saint-Laurent noir. À 52 ans, elle avait perfectionné l'art de l'intimidation élégante, des cheveux poivre et sel coupés en un carré strict, des yeux vifs derrière des lunettes de créateur qui brillaient comme des boucliers, et une présence qui pouvait faire reconsidérer leur stratégie aux adversaires les plus arrogants. Elle portait sa mallette en cuir comme une arme, et ses yeux balayèrent la scène avec la précision d'un chirurgien évaluant une blessure. Solange, me salua-t-elle avec une étreinte brève mais ferme. Puis elle se tourna vers Chloé et Stéphane avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Chloé. Stéphane. Quelle intéressante réunion de famille. Chloé s'était levée à l'entrée d'Agnès, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle lissait sa jupe. Stéphane restait immobile sur le canapé, mais je pouvais voir ses doigts tambouriner nerveusement contre son genou. Agnès, dis-je en désignant les restes calcinés. Comme tu peux le voir, nous avons eu un petit incident. Agnès s'approcha des cendres, sortit son téléphone et commença à prendre des photos sous différents angles.
Chaque clic de l'obturateur sonnait comme un coup de marteau de juge. Destruction intentionnelle de propriété, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour nous. La valeur estimée, 5 millions d'euros, exactement. Chloé fit un pas en avant. Agnès, arrête ton théâtre. C'était juste un moment de frustration. Je peux dédommager maman pour tout inconvénient. Te dédommager? Agnès haussa un sourcil, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. Chloé, tu viens de détruire un instrument financier d'une valeur de 5 millions d'euros. En droit français, cela constitue un délit pénal de premier ordre. Le sang quitta complètement le visage de Chloé. Mais c'est ma mère. C'est de l'argent de famille. La parenté ne t'exempte certainement pas des lois sur la destruction de biens, interrompit Agnès, surtout quand il y a des témoins. Son regard glissa vers Stéphane. Et des preuves vidéo. Stéphane parla enfin, la voix tendue. Je suis sûr que nous pouvons régler ça entre adultes civilisés. Bien sûr que nous le pouvons, j'acquiesçai, ma voix conservant ce calme que j'avais perfectionné en des décennies de négociations difficiles. Agnès, pourrais-tu expliquer à Chloé et Stéphane exactement quelles options nous avons maintenant? Agnès ouvrit sa mallette avec des mouvements précis, sortant un dossier juridique qui semblait être apparu de nulle part. Eh bien, nous avons plusieurs options. La première serait de déposer une plainte pénale pour destruction malveillante de biens. La seconde serait une action civile en dommages et intérêts. La troisième, elle s'arrêta, regardant directement Chloé. Serait une combinaison des deux. Mais je suis sa fille, murmura Chloé, comme si ces mots étaient un bouclier magique. Et elle est ta mère, répliqua Agnès. La femme qui a cumulé 3 emplois pour t'élever, qui a sacrifié sa jeunesse pour te donner des opportunités, qui a construit un empire à partir de rien pour assurer ton avenir. Et tu viens de brûler littéralement le fruit de 40 ans de son travail parce que tu n'as pas pu accepter un non. Le silence qui suivit était si dense que je pouvais entendre le tic-tac de la pendule du grand-père dans le couloir. Chloé se laissa tomber dans le fauteuil, son sang-froid parfait finalement en miettes. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman » demanda-t-elle, la voix brisée. Pour la première fois depuis des années, ma fille ressemblait à la petite fille qu'elle était autrefois. Avant que le privilège et la manipulation ne la transforment en cette femme désespérée. Mais le mal était fait, et les mots ne pouvaient pas reconstituer les cendres sur le sol. Je veux que tu comprennes les conséquences, dis-je. Je veux que tu apprennes que tu ne peux pas détruire les affaires des autres quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Agnès ferma le dossier avec un bruit sec. Pour l'instant, nous allons procéder avec prudence. Solange demandera un chèque de remplacement à la banque demain matin. Chloé, tu vas signer une reconnaissance de faits écrite, admettant la destruction du chèque original, ainsi qu'un accord de restitution. Restitution? Stéphane se leva brusquement. De combien parlons-nous? 5 millions d'euros, plus les dommages et intérêts, plus les frais de justice, répondit Agnès sans ciller. Bien que je sois sûr que Solange sera disposée à être raisonnable, à condition que Chloé montre un changement d'attitude sincère. Je les observais tous les deux, traitant cette information. Stéphane faisait des calculs mentaux, évaluant probablement ce qu'ils pourraient liquider de leurs actifs. Chloé semblait simplement abasourdie, comme si elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. J'y vais préparer un thé frais, annonçai-je, ayant besoin d'un moment pour traiter mes propres émotions. Agnès, pourrais-tu m'accompagner à la cuisine? Dans l'intimité de ma cuisine, Agnès s'appuya contre le plan de travail et m'étudia avec ses yeux perspicaces qui avaient vu trop de drames familiaux. Comment te sens-tu, vraiment, demanda-t-elle. Fatigué, admis-je en remplissant la bouilloire. Fatigué d'être vu comme un distributeur de billets. Fatigué que mes sacrifices soient minimisés. Fatigué d'être la méchante dans l'histoire de la vie de ma propre fille. Solange, ce que Chloé a fait aujourd'hui a franchi une ligne, non seulement légalement, mais moralement. Tu as été généreuse avec elle toute sa vie. Et elle a répondu par la destruction. Je sais. Je posai la bouilloire sur le feu. Le rituel familier me donnait quelque chose sur quoi me concentrer. Que recommandes-tu? Agnès se redressa, son expression devenant plus sérieuse. Laisse-les croire qu'ils ont gagné pour l'instant. Laisse-les penser que cette confession et l'accord de restitution sont tout ce qui va se passer. Mais demain, nous commençons la phase 2. Nous gelons son accès au compte du fidéicommis familial. Nous révisons ton testament. Nous transférons la propriété de plusieurs de tes biens à une fiducie irrévocable, avec Luc comme héritier subsidiaire.
La suggestion, le téléphone sonna 5 fois avant que Luc ne décroche, et à chaque sonnerie, je sentis le poids des années de distance entre nous. Quand j'entendis enfin sa voix, plus profonde maintenant, à 35 ans, mais toujours avec cette cadence prudente qu'il avait développée dans son enfance, je faillis raccrocher. « Maman ? Tout va bien ? Il est presque 10 heures du soir. » Je me lançai, ne sachant pas exactement comment expliquer ce qui s'était passé au cours des 3 dernières heures. « Oui, je vais bien. Mais j'ai besoin de te voir demain. Il s'est passé quelque chose avec Chloé, et c'est compliqué. » Une longue pause. Je pouvais entendre de la musique en fond sonore, quelque chose de classique et de doux. Il était probablement en train de corriger des copies ou de préparer des cours, comme il le faisait tous les soirs. Mon fils, le professeur, qui avait choisi une vie de sens plutôt qu'une vie de profit. Chloé a fait quelque chose. Il n'y avait aucune surprise dans sa voix, seulement une résignation lasse. Oui. Quelque chose d'illégal. La question me surprit par sa précision. Pourquoi tu demandes ça? Parce que je la connais, maman. Et parce que Stéphane m'appelle depuis 2 semaines pour me sonder sur des opportunités d'investissement et pour savoir quand tu allais vendre la corneille d'or. Mon estomac se serra. Stéphane t'a appelé? Oui. Je lui ai dit que je ne parlais pas d'affaires avec toi, mais il a insisté. Quelque chose à propos d'assurer l'avenir de la famille. Luc soupira. J'aurais dû te le dire, mais je pensais que c'était juste Stéphane qui faisait son Stéphane. Luc, peux-tu venir demain matin à 9 heures, avant l'arrivée d'Agnès? Une autre pause. Agnès est impliquée. Maman, qu'est-ce que Chloé a fait exactement? Demain, répétez-je. S'il te plaît. Je serai là. Après avoir raccroché, je restais assise dans l'obscurité de mon salon, digérant cette nouvelle information. Stéphane avait sondé Luc, préparant le terrain. Ce n'avait pas été un coup de tête spontané de Chloé. Cela avait été planifié, calculé. La prise de conscience me remplit d'une froideur qui était à la fois libératrice et terrifiante. Et la matinée arriva, grise et humide, typique d'un mois d'octobre à Bordeaux. Je me réveillai avant l'aube, comme je l'avais fait pendant 40 ans, et préparai du café tout en consultant les emails sur mon téléphone. 3 messages de la banque confirmant l'annulation du chèque original et la procédure pour en émettre un nouveau. 2 d'Agnès avec des mises à jour juridiques sur lesquelles elle avait travaillé tard. Et un qui me fit m'arrêter net. L'expéditeur était une adresse ProtonMail anonyme, mais l'objet était clair, la vérité sur Solange Dubois. J'ouvris le message avec des doigts tremblants. La communauté bordelaise mérite de savoir comment Solange Dubois traite sa propre famille. Une mère qui fait passer l'argent avant ses enfants. Une femme qui utilise sa richesse comme une arme contre ceux qui devraient lui être les plus chers. Plus de détails à venir. C'était forcément Stéphane. C'était sa manœuvre désespérée, essayer d'utiliser la honte publique comme levier. Mais il avait sous-estimé quelque chose de fondamental. J'avais bâti ma réputation sur des décennies de travail honnête et de comportement éthique. Un email de chantage anonyme allait lui faire plus de mal qu'à moi. Je transférai le message à Agnès avec une note, on dirait que Stéphane a décidé de passer à la vitesse supérieure. Sa réponse arriva en quelques secondes, parfait. Nous avons maintenant une preuve de harcèlement. Je vois que la journée va être intéressante. Luc arriva à 9 heures précises, frappant à la porte avec le même rythme qu'il utilisait enfant. 3 coups doux, une pause, 2 autres. Quand j'ouvris, je fus frappé de voir à quel point il ressemblait à son père au premier abord. La même taille, les mêmes yeux verts sérieux, la même façon d'incliner la tête quand il était inquiet. Mais il y avait une douceur chez Luc que Robert n'avait jamais eue, une intégrité qui s'était forgée malgré, et non grâce à, l'influence paternelle. Maman, me salua-t-il en m'embrassant sur la joue. Il sentait le café et la craie, une odeur familière et réconfortante. Merci d'être venu, dis-je en le conduisant au salon où tout avait commencé la veille. Un café? S'il te plaît. Il s'assit dans le même fauteuil où Chloé avait eu sa crise, mais sa présence remplissait l'espace de manière complètement différente. Là où Chloé avait apporté le chaos, Luc apportait le calme. Je lui servis du café dans sa tasse d'enfance préférée, une avec Astérix et Obélix qui avait miraculeusement survécu à des décennies de lavage. Il sourit en la reconnaissant. Tu conserves tout, observa-t-il. Je conserve ce qui compte, répliquai-je en m'asseyant en face de lui. Luc, je dois te raconter ce qui s'est passé hier soir. Je lui racontai tout.
Le chèque, la confrontation, l'incendie, la confession sur l'argent volé du fidéicommis. Luc écouta sans interrompre, son expression devenant plus sérieuse à chaque détail. Quand j'eus terminé, il resta silencieux un long moment, regardant son café. 200 000 euros, demanda-t-il finalement. 200 000 euros, et elle a brûlé le chèque de 5 millions. Entièrement. Agnès allait cendre comme preuve. Luc secoua la tête lentement. Maman, je suis vraiment désolé que tu aies dû traverser ça seule. Je n'étais pas seul. Agnès était là en 20 minutes. Je veux dire, toutes ces années. Je me suis tenu à l'écart parce que je ne supportais pas de voir comment Chloé te traitait, mais ça voulait dire que je t'ai laissé t'occuper d'elle seule. La culpabilité dans sa voix me brisa le cœur. Luc, tu n'es pas responsable du comportement de ta sœur. Non, mais je suis responsable du mien. J'aurais dû être plus présent. J'aurais dû te soutenir davantage. Avant que je puisse répondre, l'interphone sonna. Agnès était arrivée, portant 2 mallettes au lieu d'une et arborant une expression qui promettait la guerre. Bonjour, Luc, le salua-t-elle chaleureusement. Agnès avait toujours eu un faible pour mon fils. Je suis contente que tu sois là. Nous allons avoir besoin de toute la famille unie pour ça. Pourquoi, demanda Luc. Agnès ouvrit son ordinateur portable sur la table basse. Stéphane a publié quelque chose sur Facebook ce matin. Mon estomac se noua tandis qu'Agnès tournait l'écran vers nous. Là, sur la page Facebook de Stéphane, il y avait une publication qui avait déjà des dizaines de commentaires. C'est navrant de voir comment l'argent peut corrompre même les liens familiaux les plus sacrés. Ma femme est anéantie après que sa propre mère l'a cruellement rejetée alors qu'elle demandait de l'aide pendant notre crise financière. Il y a des niveaux de froideur que je n'aurais jamais cru voir dans une famille. La famille avant l'argent. #déçu #Bordeaux. Fils de pute, murmurai-je, oubliant momentanément que Luc était présent. Maman, dit Luc, mais il souriait légèrement. Je crois que la situation mérite ce langage. Agnès faisait défiler les commentaires. Les réactions sont intéressantes. On dirait que Stéphane a sous-estimé le nombre de personnes à Bordeaux qui te connaissent et te respectent. Elle avait raison. Parmi les commentaires de soutien à Stéphane, il y en avait beaucoup plus qui me défendaient. Solange Dubois est l'une des femmes les plus intègres que je connaisse. Il y a plus à cette histoire. Stéphane Wells doit être désespéré pour attaquer publiquement sa belle-mère. Madame Dubois m'a aidé à sauver mon commerce de famille en 2008. Quiconque connaît Solange sait que c'est ridicule. Elle a été le mentor de dizaines de jeunes entrepreneurs dans cette ville. C'est bon pour nous, dit Agnès. Stéphane vient de commettre une erreur tactique majeure. Mais ce n'est pas fini. Chloé a déposé une requête ce matin. Quel genre de requête? Demandai-je. Elle allègue que tu souffres d'altération de tes facultés mentales et qu'Agnès et moi te manipulons pour changer ton testament et l'exclure de ton héritage. Le silence qui suivit fut absolu. Luc se leva brusquement, commençant à arpenter le salon. Altération des facultés mentales? Répétai-je, incrédule. J'ai conclu une vente de 5 millions d'euros hier. Mes facultés mentales sont parfaitement intactes. Je le sais. Et c'est exactement ce que nous allons prouver, dit Agnès. J'ai déjà programmé une évaluation cognitive indépendante pour cet après-midi. J'ai aussi des déclarations de 3 de tes partenaires commerciaux sur ton acuité mentale. Et, sourit-elle, j'ai les enregistrements de sécurité d'hier soir. Luc s'arrêta. Des enregistrements? Ta mère a un système de sécurité très complet. Les caméras ont capté toute la confrontation d'hier soir. Le jury verra exactement qui se comportait de manière irrationnelle. Jury, demanda Luc. Chloé demande une audience complète, expliquai-je. Elle veut qu'un juge examine ma capacité mentale et annule tout changement récent à mes documents légaux. Mais tu n'as fait aucun changement récent, souligna Luc. Agnès et moi échangeâmes un regard. En fait, dis-je, je suis sur le point d'en faire. Chloé a raison sur ce point, mais pas pour les raisons qu'elle pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pris une profonde inspiration. Luc, je veux te nommer comme mon héritier principal. Le sang quitta son visage. Quoi? Non, maman. Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je sais. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu devrais l'avoir. Il se laissa retomber dans le fauteuil.
C'est trop. La salle d'audience sentait le bois poli et la justice différée. Je m'assis entre Agnès et Luc, du côté des accusés. Une ironie qui ne m'échappait pas, considérant que j'étais la victime dans toute cette situation. La juge Marilyn Fauré présidait depuis son estrade avec cette présence imposante qu'elle avait développée en 20 ans de magistrature. Je la connaissais de vue, elle avait présidé plusieurs affaires de préservation du patrimoine où j'avais dû témoigner sur la valeur culturelle de certaines propriétés. Chloé était assise de l'autre côté de l'allée avec Stéphane et son avocat, un homme nommé Marcus Weber qui semblait plus préoccupé par ses honoraires que par la justice. Chloé portait une robe bleu marine conservatrice et avait pleuré juste assez avant d'entrer pour que ses yeux soient rouges mais pas gonflés. Calculé pour susciter la sympathie sans paraître négligé. Madame la juge, commença Weber en se levant. Ma cliente est ici aujourd'hui le cœur brisé, inquiète pour le bien-être mental de sa mère. Les événements de la nuit dernière démontrent un schéma inquiétant de comportement erratique et vengeur. Agnès m'avait préparé à cela, mais entendre les mensonges prononcés avec une telle autorité légale me fit tout de même serrer les poings. Luc posa une main sur mon épaule, une encre silencieuse. Madame Chloé Dubois-Wells allait que sa mère, Madame Solange Dubois, est manipulée par des personnes qui cherchent à profiter de sa fortune personnelle, continua Weber. Nous demandons que le tribunal ordonne une évaluation psychologique indépendante et suspende toute modification des documents de planification successorale jusqu'à ce que la capacité mentale de Madame Dubois puisse être déterminée. La juge Fauré le regarda par-dessus ses lunettes. Maître Weber, ce sont des accusations graves. J'espère que vous avez des preuves substantielles pour les étayer. Oui, Madame la juge. Nous appelons Chloé Dubois-Wells à la barre. Chloé se dirigea vers la barre des témoins avec des pas mesurés, ses talons claquant contre le sol comme un métronome nerveux. Elle leva la main droite pour jurer de dire la vérité, et pendant un instant, je me demandais si les mots allaient la brûler en sortant de sa bouche. Madame Dubois-Wells, commença Weber. Racontez au tribunal les événements de la nuit dernière chez votre mère. Chloé s'installa sur la chaise des témoins, ses mains parfaitement jointes sur ses genoux. Je suis allé rendre visite à ma mère pour la féliciter de la vente de sa propriété. C'est quelque chose que nous avons célébré ensemble pendant des années, ses succès commerciaux. Mensonge numéro 1. Chloé n'avait jamais rien célébré avec moi à moins que cela ne s'accompagne d'avantages financiers directs. Mais quand je suis arrivé, maman était différente. Agitée, méfiante. Elle a commencé à m'accuser de vouloir voler son argent. Sa voix se brisa légèrement. Elle ne m'avait jamais parlé avec une telle haine. C'était comme si elle ne me reconnaissait pas comme sa fille. Et que s'est-il passé ensuite? J'ai essayé de la calmer, de la raisonner, mais elle est devenue de plus en plus agitée. Elle a commencé à crier sur le fait que je ne méritais rien, que j'avais été un fardeau toute ma vie. Chloé s'essuya une larme qui roula opportunément sur sa joue. Et puis elle a sorti un chèque et a menacé de le brûler devant moi pour prouver son point. Mensonge numéro 2. Si élaboré que j'ai presque applaudi sa créativité. Votre mère a brûlé le chèque, demanda Weber. Non, j'ai essayé de l'arrêter, et dans la lutte, le chèque a pris feu accidentellement. C'était horrible. 5 millions d'euros détruits parce que ma mère avait une sorte d'épisode mental. Le tribunal était silencieux. Même la sténographe avait momentanément cessé de taper. Chloé avait transformé son caprice destructeur en un acte d'amour filial héroïque. Avez-vous remarqué d'autres changements dans le comportement de votre mère? Oui. Elle a commencé à se méfier de la famille, à parler de changer son testament pour nous punir. Elle a fait des commentaires paranoïaques sur le fait que les gens ne veulent que son argent. Chloé se tourna pour me regarder directement. Ce n'est pas la mère qui m'a élevé. Quelque chose ne va vraiment pas. Weber termina son interrogatoire avec d'autres questions sur ma prétendue paranoïa et mes changements de personnalité. Chloé répondit à chacune avec un mélange parfait d'inquiétude filiale et de douleur personnelle. C'était une performance digne d'un Molière. Puis ce fut le tour d'Agnès. Madame Dubois-Wells, commença Agnès, sa voix calme comme un lac gelé. Quand avez-vous rendu visite à votre mère pour la dernière fois avant hier soir? Chloé cligna des yeux. Eh bien, les dernières semaines ont été très chargées. Quand exactement? Peut-être il y a 6 semaines. 2 mois. C'est difficile de se souvenir. Je vois. Et lors de cette visite il y a 2 mois, votre mère a-t-elle montré des signes d'altération mentale? Non, mais... Et dans vos conversations téléphoniques régulières avec elle? Chloé s'agita sur son siège.
Nous ne parlons pas si souvent au téléphone. À quelle fréquence parlez-vous? Ça dépend. Madame Dubois-Wells, quand avez-vous parlé à votre mère au téléphone pour la dernière fois avant hier soir? Un long silence. Je ne me souviens pas exactement. Agnès s'approcha de la table et prit un dossier. J'ai ici les relevés téléphoniques de votre mère des 6 derniers mois. Voulez-vous que je les parcours pour vous rafraîchir la mémoire? Le visage de Chloé devint pâle. Ce ne sera pas nécessaire. D'accord. Parlons du fidéicommis familial. Êtes-vous familière avec ces termes? Oui, je suis bénéficiaire. Et comprenez-vous que tout retrait nécessite l'approbation préalable de votre mère en tant qu'administratrice? Chloé échangea un regard rapide avec Stéphane. Oui. Avez-vous effectué des retraits du fidéicommis au cours des 6 derniers mois? Quelques petits prêts. Combien? Pas beaucoup. Madame Dubois-Wells, avez-vous retiré 200 000 € du fidéicommis familial sans l'approbation de votre mère? Le silence fut assourdissant. Chloé ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. J'avais des dépenses imprévues. Avez-vous informé votre mère de ces dépenses imprévues? J'allais le faire. Quand? Avant ou après lui avoir demandé la moitié de l'argent de la vente d'hier soir? Weber se leva. Objection, madame la juge. L'avocate harcèle le témoin. Rejeté, dit la juge Forêt sèchement. Continuez, maître Moreau. Agnès se tourna vers la table et revint avec une tablette. Madame Dubois-Wells, reconnaissez-vous cette vidéo? Elle appuya sur lecture, et l'écran s'anima avec les images de mon système de sécurité. Là, Chloé, clairement visible, allumant le briquet et l'approchant délibérément du chèque pendant que je criais, Chloé, non. Il n'y avait pas de lutte, pas d'accident, juste une destruction intentionnelle et malveillante. L'audio était cristallin. Tu sais quoi, maman? Si nous ne pouvons pas la voir, alors personne ne l'aura. Chloé s'effondra sur la chaise des témoins, sa performance parfaite s'écroulant comme un château de cartes dans un ouragan. Ce sont vos paroles, madame Dubois-Wells? J'étais bouleversé. Était-ce un accident? Non. Mais vous avez intentionnellement détruit un chèque d'une valeur de 5 millions d'euros? Oui. Le mot sortit comme un murmure vaincu. Agnès éteignit la tablette. Une dernière question. Quel était l'état mental de votre mère pendant cet enregistrement? Semblait-elle confuse, désorientée ou incompétente? Chloé regarda l'enregistrement, puis moi, puis de nouveau Agnès. Sur la vidéo, j'étais calme, articulé et complètement en contrôle jusqu'au moment où elle a brûlé le chèque. Non, admit-elle finalement. Elle semblait normale. Merci. Je n'ai plus de questions. Chloé retourna à sa place comme une femme marchant vers sa propre exécution. Stéphane évitait de la regarder, calculant probablement combien le divorce allait lui coûter. Ce fut mon tour de témoigner. Je m'approchai de la barre avec la confiance que j'avais développée en 40 ans de réunions d'affaires difficiles. J'avais affronté des banquiers condescendants, des entrepreneurs malhonnêtes et des fonctionnaires corrompus. Une fille manipulatrice n'allait pas m'intimider dans mon propre tribunal. Agnès me guida à travers mon histoire. Mon éducation dans la pauvreté rurale du Périgord. Les 3 emplois après le divorce. La construction de mon empire immobilier, pierre par pierre. Je racontais au tribunal les nuits blanches, les sacrifices, les décisions difficiles que j'avais prises pour donner à mes enfants des opportunités que je n'avais jamais eues. Pourquoi n'avez-vous pas voulu donner à Chloé la moitié de l'argent de la vente, demanda Agnès. Parce qu'elle ne l'avait pas mérité, répondis-je simplement. Chloé a reçu une éducation privée, une université payée, la compte pour son premier appartement et l'accès à un fidéicommis familial substantiel. Elle a eu tous les avantages que l'argent peut acheter, mais elle n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Et quel était votre plan pour l'argent de la vente? Établir une fondation caritative axée sur l'éducation et la préservation du patrimoine. Avec Luc comme administrateur et Chloé comme bénéficiaire limité. Pourquoi Luc comme administrateur? Je regardais mon fils, assis tranquillement à la table des accusés. Parce que Luc comprend la valeur du travail acharné. Il enseigne dans un collège de banlieue parce qu'il croit qu'il faut faire une différence, pas accumuler des richesses. Il ne m'a jamais demandé d'argent. Il n'a jamais supposé qu'il méritait mon patrimoine simplement parce qu'il existe. La juge Forêt se pencha en avant. Madame Dubois, à votre avis professionnel,
votre fille était-elle justifiée dans ses inquiétudes concernant votre état mental? La semaine qui suivit le verdict du tribunal se déroula comme un ouragan vu depuis l'œil du cyclone. Depuis mon bureau à domicile, j'observais la destruction que Chloé et Stéphane avaient attirée sur eux-mêmes, pièce par pièce, comme des dominos tombant dans une séquence parfaitement prévisible. Agnès arriva le lundi matin avec un café de son torréfacteur préféré et un sourire qui promettait des nouvelles intéressantes. Elle était devenue une partie de ma routine matinale pendant cette crise, et je dois admettre que j'appréciais autant sa compagnie que sa représentation légale. Le journal Sud-Ouest veut faire un portrait de toi, annonça-t-elle en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Quelque chose sur les femmes entrepreneurs qui ont bâti des empires à partir de rien. Je suppose que je ne suis plus la méchante de l'histoire, observai-je en parcourant les emails qui s'étaient accumulés pendant le week-end. 3 offres d'achat pour des propriétés qui n'étaient pas officiellement en vente, 2 invitations à prendre la parole lors de conférences sur l'immobilier, et une demande d'interview pour 7 à 8. Certainement pas. En fait, les réseaux sociaux ont transformé ton histoire en une sorte d'hymne à l'autonomisation des femmes. #Solange Dubois est en tendance sur Twitter. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant 40 ans, j'avais travaillé en silence, bâtissant ma réputation transaction par transaction, relation par relation. Maintenant, grâce au spectacle public que Chloé avait créé, j'étais devenu un symbole sans même essayer. Était Chloé et Stéphane? Demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir connaître la réponse. Agnès ouvrit son ordinateur portable. Ah, c'est la partie intéressante. La société de conseil de Stéphane, Prestige Consulting, a officiellement déposé le bilan vendredi. Il semble que ses problèmes financiers temporaires étaient bien plus graves que ce que Chloé savait. Je ressentis une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la pitié si je n'avais pas été si las d'être manipulé. À quel point? 3 millions d'euros de dettes non déclarées, des investissements frauduleux, un mini-schéma de Ponzi utilisant l'argent de ses clients pour payer les investisseurs précédents. Agnès tourna l'écran vers moi. La brigade financière a perquisitionné leur bureau ce matin. Sur la photo à l'écran, on voyait Stéphane être escorté hors de son élégant immeuble de bureau dans le quartier des Chartrons, les mains menottées dans le dos. Son visage, normalement composé de ce sourire confiant de vendeur, était grillé d'effet. Et Chloé? Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qu'elle était au courant de la fraude. Mais, Agnès fit une pause, son avocat l'a abandonnée ce matin quand ils ont réalisé qu'elle ne pourrait pas payer ses honoraires. Je fermai les yeux, digérant cette information. Pendant des années, j'avais vu les signes, les dépenses extravagantes de Chloé qui ne correspondaient pas aux revenus déclarés de Stéphane, le désespoir dans ses yeux quand elle parlait d'argent, la façon dont ils avaient commencé à me presser plus agressivement pour accéder au fidéicommis familial. Tout prenait sens maintenant. Agnès, je veux que tu gèles complètement l'accès de Chloé au fidéicommis familial. C'est déjà fait. Au moment où elle a brûlé le chèque, j'ai activé les clauses de protection que nous avions incluses. Elle aurait maintenant besoin d'une ordonnance du tribunal pour accéder à des fonds. Et après l'audience de la semaine dernière, aucun juge en France ne la lui accordera. Et les propriétés qui sont à leur nom commun? Transférées à ta fiducie personnelle ce matin. Chloé n'a plus aucun droit sur aucune de tes propriétés. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. Les rosiers avaient commencé leur cycle automnal, les dernières fleurs de l'année s'épanouissant avec une intensité qui semblait défier le froid approchant. Comme moi, je suppose. À 68 ans, je m'épanouissais enfin selon mes propres termes. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça? Dis-je sans me retourner. Si Chloé était simplement venue me voir et m'avait dit la vérité sur les problèmes financiers de Stéphane, je l'aurais aidé. Pas avec 5 millions, mais avec assez pour éviter la faillite. Vraiment? C'est ma mère, Agnès. Malgré tout, elle reste ma fille. Mais elle voulait tout ou rien, et elle a choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Je me tournai pour faire face à mon avocate. Quand puis-je voir les nouveaux documents du testament? Cet après-midi. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Agnès ferma son ordinateur portable, son expression devenant plus sérieuse. Luc est venu me voir hier. Mon estomac se serra. Pour refuser l'héritage? Non. Pour me demander de créer un fonds pour l'éducation de Chloé. Je restai immobile. Quoi? Il veut mettre de côté 100 000 € de sa part de l'héritage pour que Chloé puisse suivre une formation professionnelle ou des études. Il dit que s'il doit gérer ton héritage,
il veut s'assurer que sa sœur ait une chance de reconstruire sa vie sans dépendre de personne. Les larmes me piquèrent les yeux. Après toutes les années de distance, tous les dîners de famille tendus où Luc restait silencieux pendant que Chloé m'attaquait, il pensait encore au bien-être de sa sœur. Que lui as-tu dit? Que j'en discuterai avec toi. Mais Solange, je pense que c'est une idée magnifique. Cela donnerait à Chloé une chance d'apprendre à subvenir à ses besoins, mais à certaines conditions. Elle devrait terminer un programme approuvé, conserver un emploi pendant au moins 2 ans et faire preuve de stabilité financière avant d'accéder au fonds. Je considérais cela en retournant à mon bureau. Luc avait trouvé un moyen d'être généreux sans être naïf. De faire preuve d'amour sans permettre la manipulation. C'était exactement le genre de pensée équilibrée dont j'avais besoin chez un héritier. Fais-le, décidai-je. Mais ajoute une condition de plus. Chloé doit admettre publiquement ce qu'elle a fait et s'excuser. Pas seulement auprès de moi, mais aussi auprès de Luc pour l'avoir entraîné dans ce drame. Et si elle refuse, alors le fonds sera distribué à des bourses pour les étudiants de première génération dans les universités locales. Agnès sourit. Parfait. Luc sera ravi. 2 jours plus tard, Chloé apparut à ma porte. Je l'avais vue aux informations pendant la semaine, sortant du tribunal après la mise en examen de Stéphane, emballant des cartons de leur appartement du Triangle d'Or qui devait être vendu pour payer les créanciers, donnant une interview larmoyante à France 3 sur la façon dont elle avait été trahie par tous ceux en qui elle avait confiance. Mais la femme qui se tenait sur mon palier était différente. Elle portait un jean et un simple pull au lieu de son armure de créatrice habituelle. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, sans la coiffure parfaite du salon. Et ses yeux semblaient épuisés, mais aussi, pour la première fois depuis des années, honnêtes. « Maman, dit-elle quand j'ouvris la porte. On peut parler ? » Je ne l'invitai pas à entrer immédiatement. Nous restâmes là, sur le seuil, mère et fille, nous étudiant comme des étrangères partageant un passé compliqué. « De quoi veux-tu parler, Chloé ? » « De tout. De ce que j'ai fait. De pourquoi je l'ai fait. De s'il y a un moyen de, » sa voix se brisa. De s'il y a un moyen que tu puisses un jour me pardonner. Je vis dans son expression quelque chose que je n'avais pas vu depuis des décennies, une vulnérabilité authentique. Pas la vulnérabilité calculée qu'elle utilisait pour manipuler, mais le genre de nudité émotionnelle qui vient quand tous les masques tombent enfin. Entre, dis-je en reculant. Mais Chloé, si tu es venue ici pour me mentir ou me manipuler à nouveau. Non, m'interrompit-elle rapidement. C'est fini. Tout est fini. Stéphane, l'argent, les mensonges, tout. Je veux juste parler à ma mère. Pour la première fois depuis des années, quand Chloé dit « ma mère », on aurait dit qu'elle savait vraiment ce que ces mots signifiaient. Je la conduisis au salon, où tout avait commencé une semaine plus tôt. Le parquet avait été nettoyé par des professionnels, il ne restait aucune trace des cendres du chèque. Mais le souvenir demeurait, une ligne de partage invisible entre qui nous avions été avant et qui nous devenions maintenant. « Parle-moi », dis-je en m'asseyant dans mon fauteuil préféré. « Dis-moi la vérité. » Et pour la première fois depuis des décennies, Chloé le fit. Elle me raconta tout, la pression, la jalousie, le sentiment de n'être jamais à la hauteur, la facilité avec laquelle elle avait choisi de croire aux mensonges de Stéphane plutôt que d'affronter l'échec. C'était une confession brute, sans phare, et je l'écoutais, non pas comme une juge, mais comme une mère qui voyait enfin la petite fille perdue sous les couches de ressentiment. Alors que la soirée tombait, Luc arriva, comme s'il avait senti que le moment était venu. Il n'apporta pas de plat à emporter, mais une simple baguette fraîche et un morceau de comté. La trinité française du réconfort. Il s'assit avec nous, et pour la première fois depuis son adolescence, je vis mes 2 enfants dans la même pièce, non pas comme des adversaires, mais comme des survivants. Il n'y eut pas de pardon facile, pas de résolution hollywoodienne. Juste le début fragile d'une conversation, et la promesse silencieuse d'essayer. 2 mois passèrent. La vie reprit un rythme plus calme. Chloé s'était inscrite dans une école de design d'intérieur à Paris, utilisant la première tranche du fonds de Luc pour payer ses frais de scolarité. Elle m'appelait chaque semaine, non pas pour demander de l'argent, mais pour me parler de ses cours, de la difficulté de repartir à zéro, de la petite fierté qu'elle ressentait à réussir quelque chose par elle-même. Luc gérait les débuts de la fondation avec une sagesse et une compassion qui me dépassaient. Mon empire se transformait en héritage, et pour la première fois, j'avais le temps de respirer. Ce soir-là, je décidai de mettre de l'ordre dans mon bureau.
Des décennies de paperasse, de contrats, de plans. En déplaçant une vieille armoire, je trouvai une boîte en bois que je n'avais pas vue depuis le départ de Robert, il y a plus